Celui qui chuchotait dans les ténèbres de Howard Philip Lovecraft. Comme de bien naturel en de telles circonstances, ce débat intense prit finalement la forme de lettres ouvertes dans l'Arkham Advertiser, et quelques-unes furent reprises dans la presse de ces régions du Vermont, d'où provenaient les récits de l'inondation. Le Rutland Herald consacra une demi-page à des extraits de lettres des deux camps, tandis que le Brattleboro Reformer réimprima intégralement l'une de mes longues analyses historiques et mythologiques, entraînant une discussion complémentaire dans le Pandrifter, où on conforta et applaudit mes conclusions sceptiques. Ainsi, au printemps de 1928, j'étais devenu une figure connue du Vermont, indépendamment du fait que je n'avais jamais mis un pied dans le pays. C'est alors que me parvinrent ces lettres de Henry A. Clay, dont la récusation me fit une impression si profonde et qui m'emmenèrent pour la première fois au royaume fascinant des précipices verts et des torrents grondants de ces forêts sauvages. La plus grande partie de ce que je sais aujourd'hui de Henry Wanworth A. Clay, après ce qui s'est passé dans sa ferme solitaire, j'ai pu l'établir en correspondant ensuite avec ses voisins ainsi qu'avec son fils unique en Californie. J'avais découvert qu'il était le dernier représentant sur sa terre natale d'une longue lignée de juristes, administrateurs et gentlemen farmers. Avec lui, cependant, la souche familiale s'était détournée des affaires pratiques pour se consacrer à l'étude intellectuelle. Il avait dûment étudié les mathématiques, l'astronomie, la biologie, l'anthropologie et le folklore à l'université du Vermont. Je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant, et il ne donnait pas beaucoup de détails autobiographiques lorsqu'il communiquait. Mais dès le début, je compris que j'étais face à un personnage d'un tempérament, d'une éducation et d'une intelligence, bien que vivant reclus avec si peu de raffinement matériel. Malgré la nature incroyable de ce dont il me faisait part, je ne pus m'empêcher par la suite de prendre A. Clay au sérieux, bien plus que je ne l'avais fait d'aucun des précédents réfutateurs de mes opinions. D'abord, il vivait véritablement très près du phénomène étudié, visible et tangible, même s'il en spéculait bien grotesquement, et d'autre part, il souhaitait avec assurance établir ses conclusions dans une forme telle que le faisaient les vrais scientifiques. Il n'avait pas de préférence personnelle à mettre en avant, mais était toujours guidé par ce qu'il considérait comme une preuve solide. Bien sûr, d'abord, je considérais qu'il se trompait, mais portait à son crédit qu'il se trompait très intelligemment, et à aucun moment je ne me confondis avec certains de ses amis pour attribuer ses idées et sa peur des crêtes solitaires à un simple non-sens. Ce dont il témoignait provenait évidemment des circonstances étranges méritant enquête, quand bien même cela n'avait que très peu à voir avec les conclusions invraisemblables qu'il en tirait. Et je savais que cela représentait un enjeu considérable pour cet homme. Plus tard, je recevrais de lui des preuves matérielles qui placeraient l'affaire sur une base quelque peu différente, déroutante et bizarre. Je ne peux mieux faire que transcrire intégralement, aussi fidèlement qu'il me sera possible, la longue lettre par laquelle A. Clay se présenta et qui a été un tel virage décisif dans ma propre histoire intellectuelle. Elle n'est plus en ma possession, mais j'ai fermement en mémoire quasi chaque mot de son prodigieux message. Et de nouveau j'affirme ma confiance dans l'état mental de celui qui l'a écrit. En voici le texte. Un texte qui m'a rejoint dans son gribouillage en pâte de mouche avec les tournures archaïques de quelqu'un qui, évidemment, ne s'était pas mêlé beaucoup du monde pendant sa paisible vie d'études. De RFD 2, Townshend, Windham County, Vermont, le 5 mai 1828, à Albert Smith Wilmarth, Esquarely, 118 Stalston Street, Arkham, Massachusetts. Cher monsieur,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans le Brattleboro Reformer du 23 avril 1928 la réimpression de votre lettre sur les récents témoignages des corps étranges vus flottant dans nos rivières en crue de l'automne dernier, et de comment ils s'accordent si bien avec de curieuses légendes. Il est facile de comprendre comment un étranger peut assumer la position qui est la vôtre, et aussi pourquoi le Pandrifter soutient votre point de vue. C'est l'attitude généralement adoptée par les gens d'éducation à la fois dans et hors du Vermont. Et lors de ma vie étudiante, quand j'étais plus jeune, j'ai actuellement 57 ans, comme au début de mes propres études à partir des thèses de Davenport, qui m'a conduit à explorer quelques endroits des crêtes voisines bien que rarement visités. J'ai été mené à de telles études par ces vieux récits bizarres que j'ai fréquemment recueillis de plus vieux paysans, les plus ignorants souvent, même si maintenant j'aurais bien préféré ne rien entreprendre en ce sens. Je dois confirmer, avec toute la modestie qui convient, que ce sujet d'anthropologie et de folklore ne m'est d'aucune façon étranger. J'en ai absorbé une bonne partie à l'université, et suis familier de la plus grande part des autorités reconnues, comme Taylor, Lubbock, Fraser, Catchfrag, Murray, Osborne, Kite, Ball, George Eliot Smith, et ainsi de suite. Cela n'a rien de nouveau pour moi que ces récits d'espèces cachées soient aussi vieux que l'humanité. J'ai consulté et la reprise de vos lettres et celle de vos réfutateurs dans le Rutland Herald, et je crois savoir où cette controverse en est pour le présent. Ce que je désire vous dire maintenant, c'est que j'ai bien peur que vos adversaires soient plus près de la vérité que vous-même, quand bien même toute la raison semble pencher de votre côté. Ils en sont plus près que ce qu'ils n'en savent eux-mêmes, parce que bien sûr, ils ne disposent que d'hypothèses théoriques et ne peuvent savoir ce que je sais. Si je savais aussi peu de l'affaire que ce qu'ils savent eux-mêmes, je n'oserais même pas défendre ce qu'ils croient. Je serais pleinement de votre côté. Comme vous le constatez, j'ai quelques difficultés à en venir à notre sujet, probablement parce que je crains réellement de l'aborder. Mais le point essentiel de l'affaire, c'est que je dispose de preuves attestant de ces choses monstrueuses vivant dans les bois et ces crêtes où plus personne ne se rend. Je n'ai vu aucune de ces choses flottant dans les rivières comme d'autres en ont témoigné, mais j'ai vu des choses comme celle-ci dans des circonstances que je crains de répéter. J'ai vu leurs empreintes, et dernièrement, en ai constaté tout près de ma propre maison. J'habite le vieux domaine des Hayclay, au sud de Townsend, sur le versant de la Montagne Noire, si près que je n'ose vous le dire. Dans un de ces endroits, je les percevais si bien que j'y ai emporté un phonographe, avec une membrane enregistreuse et un cylindre de cire, et je vais faire en sorte que vous puissiez prendre connaissance de l'enregistrement obtenu. Je l'ai fait écouter à quelques-uns des plus vieux d'ici, et l'une des voix les a littéralement paralysés, en raison de sa ressemblance à ce bourdonnement, comme un essaim dans les forêts mentionné par Davenport, dont leur grand-mère leur avait parlé et qu'elles avaient imité pour eux. Je sais ce que la plupart des gens pensent de quelqu'un qui dit entendre des voix, mais avant que vous en tiriez des conclusions, il faut que vous écoutez cet enregistrement et demandez à quelques-uns des aînés de nos vallées ce qu'ils en pensent. Si vous pouvez l'expliquer normalement, tant mieux, mais il faudra mettre quelque chose là-dessous. Ex nihilo nihili fit, comme on dit. Maintenant, mon but en vous écrivant n'est pas d'entamer une discussion, juste de vous communiquer des informations dont je sais qu'un homme de votre capacité y trouvera profond intérêt. Notre échange restera privé,
publiquement je suis de votre côté, parce que certaines choses m'ont appris qu'il n'est pas bon que les gens en savent trop sur ces questions. Mes propres études désormais sont uniquement privées, et il me déplairait de dire quoi que ce soit qui attirât l'attention du public et l'inciterait à se rendre dans ces lieux que j'ai explorés. Il est exact, terriblement exact, que des créatures non humaines nous surveillent en permanence, avec des espions parmi nous collectant pour elles des informations. C'est un homme détruit, s'il est resté sans esprit, je pense qu'il l'était, qui a été un de ces espions que je tiens une grande partie de mes indices sur tout cela. Il a préféré dernièrement le suicide, mais j'ai des raisons de penser que d'autres ont pris sa place. Ces êtres viennent d'une autre planète, capables de vivre dans l'espace interstellaire et de le traverser grâce à ces ailes disgracieuses mais puissantes qui peuvent résister à l'éther, mais sont trop incommodes à diriger pour leur être d'une grande aide sur la Terre. Je vous en dirai plus sur cela plus tard, si vous ne me considérez pas comme insensé. Ils viennent ici pour extraire des métaux de ces mines qui s'enfoncent profondément sous nos crêtes, et je crois désormais savoir d'où précisément ils proviennent. Ils ne nous agresseront pas si nous les laissons dans leur solitude, mais personne ne peut dire ce qui arrivera si nous nous révélons trop curieux à leurs propos. Bien sûr, une bonne armée bien équipée pourrait nettoyer cette colonie de nos mines, c'est ce qui les effraie, mais si cela se produisait, ils reviendraient en plus grand nombre de l'espace, en bien plus grand nombre. Ils pourraient facilement conquérir la Terre, mais ne l'ont pas tenté parce qu'ils n'en ont pas l'utilité. Ils préfèrent plutôt laisser les choses en l'état pour éviter les ennuis. Je pense qu'ils souhaitent se débarrasser de moi parce qu'ils savent ce que j'ai découvert. Il y a une grande pierre noire avec des hiéroglyphes inconnus mi-effacés que j'ai trouvée dans les bois de la montagne de la Ronde, versant est. Et depuis que je l'ai rapportée à la maison, tout est devenu différent. S'ils pensent que j'en devine trop, ils peuvent soit me tuer, soit m'emporter de la terre jusque là d'où ils viennent. Ils ont l'habitude d'emporter des hommes de savoir de temps en temps pour rester au courant de l'état des choses dans le monde terrestre. Cela m'amène à mon second objectif en m'adressant à vous personnellement, pour vous inciter expressément à clore le présent débat plutôt que lui donner encore plus de publicité. On doit tenir les gens à l'écart de ces montagnes, et pour y parvenir, on ne doit pas éveiller plus avant leur curiosité. Dieu seul sait si le péril est grand de toute façon, avec ses promoteurs et hommes d'affaires écumant le Vermont et amenant des hordes d'estivants pour infester les endroits sauvages et couvrir nos montagnes de bungalows à pas cher. Je serais heureux que nous puissions échanger plus en profondeur, et vais tenter de vous faire parvenir par express cet enregistrement, ainsi que la pierre noire. Elle est si usée que les photographies ne montrent pas grand-chose, si vous le voulez bien. Et je dis tenter, parce que je pense que ces créatures sont aptes à mettre le nez dans ce qui se passe par ici. Il y a un type nommé Brown, sournois et menaçant, qui a une ferme près du village et dont je pense qu'il est un de leurs espions. Petit à petit, ils essaient de me couper de notre monde parce que j'en sais trop sur leur propre monde. Ils ont un moyen incroyable de savoir ce que je fais. Peut-être ne recevrez-vous même pas cette lettre. Si les choses empirent, j'aurai à quitter ce pays et partir vivre avec mon fils à San Diego. Mais il n'est pas facile de renoncer à l'endroit où vous êtes né,
et où vit votre famille depuis 6 générations. De même, jamais je n'oserais vendre cette maison à personne, maintenant que les créatures l'ont constamment sous leur attention. Je crois qu'elles souhaitent reprendre la pierre noire et détruire l'enregistrement phonographique. Mais je ne les laisserai pas faire tant qu'il me le sera possible. Mes chiens, de grands bergers allemands, le tiennent pour l'instant à distance. Elles ne sont pas encore aussi nombreuses, et sur la terre elles sont maladroites. Comme je vous l'ai dit, leurs ailes ne leur sont pas d'une grande utilité pour de courts vols sur terre. Je suis vraiment sur le point de déchiffrer cette pierre qui amène sur des chemins terribles, et avec votre connaissance du folklore, vous me serez d'une grande aide pour trouver les éléments manquants. Je suppose que vous savez tout à propos de ces mythes effrayants anticipant l'arrivée de l'homme sur la terre, les cycles de Yog-Sothoth et de Cthulhu auxquels fait référence le Necronomicon. J'ai pu accéder à une de ces copies autrefois, et sais que vous en conservez une dans la bibliothèque de votre université verrouillée sous clé. Pour conclure, monsieur Wellmarth, je pense que dans nos chemins d'études respectifs, nous pourrions être d'une grande aide l'un à l'autre. Je ne voudrais pas vous placer dans un quelconque péril, et je vous dois de vous mettre en garde que la possession de la pierre et de l'enregistrement n'est pas une sécurité garantie. Mais je sais que vous en considérerez le risque à l'échelle de notre goût de la connaissance. Je me rendrai à Newfame ou Brattleboro pour vous expédier ce que vous m'autoriserez à vous envoyer, parce qu'il est plus sûr de les expédier directement depuis leur bureau. Je dois vous avouer que je vis vraiment seul désormais, et ne peux plus compter sur aucune aide. Personne ne reste ici depuis que ces êtres s'approchent de la maison la nuit, et que les chiens aboient continuellement. Je suis heureux de ne pas avoir été trop impliqué dans cette affaire tant que ma femme était vivante, parce que cela l'aurait rendue folle. En espérant ne pas vous ennuyer à l'excès, et que vous déciderez que nous resterons en contact plutôt que de jeter cette lettre au panier comme les élucubrations d'un fou. Bien respectueusement vôtre, Henry W. A. Clay. PS. Je fais réaliser quelques tirages supplémentaires de certaines photographies que j'ai prises, dont je pense qu'elles aideront à prouver un certain nombre de points ci-dessous évoqués. Les vieilles personnes pensent qu'elles sont monstrueusement véridiques. Je vous les enverrai très bientôt, si vous m'en témoignez l'intérêt. H.W.A. Il me serait difficile de décrire mes sentiments après avoir lu cet étrange document pour la première fois. Selon toutes les règles ordinaires, j'aurais dû éclater de rire à ces extravagances, d'autant qu'à ces théories pourtant bien moins folles qui avaient déjà provoqué mon hilarité. Mais quelque chose dans le ton de la lettre me la fit paradoxalement recevoir avec le plus grand sérieux. Non pas que j'ai cru à un moment à cette espèce cachée venue des étoiles dont parlait mon correspondant, mais malgré ces graves doutes préliminaires, je fus poussé à me sentir bizarrement certain de son intelligence et de sa sincérité et de sa confrontation à quelque phénomène original qu'il ne pouvait expliquer, hormis par son propre imaginaire, de par le singulier et l'anormal. Cela ne pouvait être ce qu'il en croyait, je pensais, mais d'un autre côté, son enquête était forcément méritante. Mon correspondant semblait excité et alarmé à l'excès à propos de quelque chose. Il était difficile de penser qu'on ne puisse y trouver une autre cause. Tout y était si spécifique et logique d'une certaine façon, et après tout, son histoire collait de façon très confuse avec la plupart des vieux récits, y compris les plus anciennes légendes indiennes. Qu'il ait réellement surpris ces voix dérangeantes dans les montagnes et ait réellement trouvé la pierre noire dont il parlait était pleinement possible, malgré les inférences folles qu'il en faisait.
inférence probablement due à cet homme qui se proclamait un espion des êtres surnaturels et s'était suicidé ensuite. C'était facile d'en déduire que cet homme-là était parfaitement fou, mais probablement doué de cette propension à une perverse logique pour les autres, et le naïf Haley, préparé à l'avance à de telles choses par ses études du folklore, avait marché dans ses fables. Et pareil pour les derniers points. Il se dégageait de son impossibilité à conserver du personnel que les humbles et rustiques voisins d'Haley étaient aussi convaincus que lui que sa maison était assiégée par de mystérieux êtres la nuit. Les chiens aboyaient pour de vrai. Et puis la question de l'enregistrement phonographique, dont je ne pouvais croire qu'il l'ait obtenu de la façon dont il le disait. Cela devait signifier quelque chose, soit des bruits d'animaux ressemblant à s'y tromper à la voix humaine, soit la voix d'un être humain caché sortant de la nuit et tombé à un stade beaucoup plus haut que les animaux. De là, mes pensées revinrent à la pierre noire et à ses hiéroglyphes, et spéculèrent sur ce que l'on pouvait en tirer. Et que dire de ces photographies dont Haley disait qu'il allait me les envoyer, et que les vieilles personnes avaient trouvées si convaincantes et terribles. Comme je relisais son écriture à pattes de mouche, je ressentis comme jamais auparavant que mes opposants les plus crédules y auraient trouvé beaucoup plus d'arguments que ce que je leur avais concédé. Après tout, cela pouvait être quelque étrange famille de parias, peut-être génétiquement dégénérée et hantant ses crêtes désolées, sans avoir besoin de convoquer une espèce de monstre né des étoiles comme le voulaient les légendes. Et s'il en était ainsi, la présence de ces corps bizarres dans les torrents en crue n'aurait pas été si improbable. Était-il trop présomptueux de supposer qu'à la fois les vieilles légendes et les récents témoignages avaient cette réalité comme soubassement? Mais quand bien même je manquerais sur ces doutes raisonnables, je me sentais honteux de ce que la lettre de Henry Haley avait éveillé en moi, une telle masse de bizarreries fantastiques. Ainsi me décidai-je de répondre à la lettre de Henry Haley en adoptant le ton d'un intérêt amical et sollicitant de lui de nouveaux détails. Sa réponse me parvint presque par retour de courrier, et contenait, selon sa promesse, plusieurs tirages Kodak de scènes et d'objets illustrant ce qu'il avait à dire. Regardant ces images aussitôt que je les sortis de l'enveloppe, je ressentis une curieuse sensation d'effroi et de proximité à des choses interdites. Parce qu'en dépit de leur caractère bien vague, elles avaient un pouvoir de suggestion damnable qui s'intensifiait par leur côté authentique, le lien optique avec ce qu'elles représentaient et le produit d'un acte de transmission impersonnelle sans préjugés, fiabilité ni mensonge. Plus je les regardais, plus je découvrais que la sérieuse estime que j'avais d'Haley et de son histoire n'était pas sans fondement. Quelques-unes de ces images imposaient certainement l'idée qu'il se passait quelque chose dans les crêtes du Vermont, loin d'au-delà du rayon établi par notre connaissance et nos croyances ordinaires. La pire de toutes, c'était une empreinte, une vue prise au soleil, qui brillait sur une tache de boue dans une lande déserte. Ce n'était pas une contrefaçon ou un bricolage. Je le sus dès le premier regard, parce que le parfait rendu et la précision des cailloux et des herbes dans le champ de vision donnaient une parfaite idée de la profondeur et de l'échelle qui ne laissait aucune possibilité de double exposition, d'ailleurs d'exécution délicate. J'ai appelé ça empreinte, mais il faudrait un terme séparé pour les empreintes de pieds et les empreintes de griffes. Même maintenant, il m'est difficile de la décrire, sauf à dire que cela ressemblait hideusement à ce qu'aurait laissé une pince de crabe, et que l'on ne pouvait rien en déduire quant à sa direction. Ce n'était pas une empreinte très profonde, ni juste fraîche, mais semblait à peu près de la taille d'un pied humain moyen.
Depuis un coussinet central, des paires de pinces dentelées comme des scies se projetaient dans différentes directions. Pour quelle fonction déroutante, si bien sûr l'objet au complet était exclusivement un moyen de locomotion. Sur une autre photographie prise à l'évidence avec un long temps de pause dans une obscurité très dense, on voyait une grotte dans les bois dont un rocher d'une rondeur très régulière colmatait l'ouverture. Sur le sol nu devant celle-ci, on arrivait à discerner un dense réseau de traces curieuses, et quand j'étudiais l'image en l'agrandissant, je fus à la fois sûr et gêné de constater que c'étaient les mêmes traces que celles détaillées dans la vue précédente. Une troisième photographie montrait un cercle de pierre levé, à la manière des druides, sur le sommet d'une crête sauvage. Autour du cercle cryptique, l'herbe était piétinée et écrasée, bien que je ne pouvais discerner aucune empreinte, même à la loupe. Un lieu éloigné à l'extrême. C'était évident par la véritable mer de montagnes inhabitées qui formait l'arrière-fond et se perdait au loin dans les brumes de l'horizon. Mais si la plus perturbante de toutes les vues était celle de l'empreinte, la plus curieusement suggestive était celle de la grande pierre noire trouvée dans les bois de la Ronde. Eickley l'avait photographiée sur sa propre table de travail, qu'on reconnaissait bien, puisque je pouvais y distinguer ses rangées de livres, et tout auprès, un buste de Milton. La chose d'aussi près qu'on pouvait le deviner avait été placée verticalement sous l'appareil photographique et présentait une surface irrégulièrement courbée d'environ 30 cm sur 50. Mais dire quoi que ce soit de définitif à propos de cette surface ou sur la forme générale de la masse globale, cela défiait les pouvoirs du langage. Quel principe géométrique extravagant avait guidé sa découpe, puisque artificiellement découpée, j'étais sûr qu'elle l'était. Je ne pouvais même pas commencer à le deviner, mais jamais auparavant je n'avais vu quelque chose qui me frappât aussi étrangement et immanquablement étranger à ce monde. Des hiéroglyphes à la surface, je ne pouvais en discerner que quelques-uns, mais ceux que je pus reconnaître me créèrent un autre choc. Bien sûr, ils pouvaient être apocryphes, parce que bien d'autres que moi avaient lu le monstrueux et abhorré Necronomicon de l'arabe dément Abdul-Alazaled. Cela me fit néanmoins frissonner de reconnaître certains idéogrammes que l'étude m'avait appris à relier aux choses les plus blasphématoires et sanglantes que l'on chuchotait quant à ce qui pouvait avoir une demi-existence folle avant que la Terre et les autres mondes définis dont le système solaire est conçu. Des 5 photographies restantes, 3 étaient prises dans des marais ou sur des crêtes et semblaient porter la trace d'une occupation malsaine et cachée. Une autre consistait en une étrange marque dans le sol très près de la maison d'Eickley, qu'il disait avoir photographiée à l'aube suivant une nuit où les chiens avaient aboyé de façon de plus en plus violente que d'habitude. Elle était plus que floue et n'aurait pu en tirer une conclusion certaine, mais elle semblait diaboliquement proche de l'autre empreinte ou trace de griffes photographiée sur la lande déserte. La dernière image était celle de la maison d'Eickley elle-même. Une maison blanche soignée de 2 étages et mansarde, d'environ 125 ans d'âge, avec une pelouse bien tenue et une allée bordée de pierres menant à un porche de style Régence sculpté avec goût. Il y avait plusieurs énormes bergers allemands sur la pelouse, reposant près d'un homme au visage affable, avec une barbe grise taillée de près, que je supposais être Eickley lui-même, photographie qu'il avait prise seul, pouvait-on inférer du déclencheur qu'il tenait dans sa main droite. Des photographies, je passais à la lettre volumineuse et écrite serrée, et pendant les 3 heures qui suivirent, je fus immergé dans un abîme d'indicibles horreurs. Ce dont Eickley m'avait donné seulement les grandes lignes auparavant
Il m'en donnait maintenant le compte rendu détaillé. Cela incluait de longues transcriptions de mots surpris la nuit dans les bois, de longs rapports sur les monstrueuses formes roses aperçues au crépuscule dans les fourrés et sur les crêtes. Enfin, un hallucinant récit cosmique s'appuyant sur tout un ensemble d'études profondes et variées, jusqu'au discours sans fin collecté auprès de ce fou qui se proclamait espion avant son suicide. Je me trouvais immergé dans des noms et des termes que j'avais croisés autrefois dans les plus hideuses relations. Yugot, le grand Cthulhu, Tsatogwa, Yog-Sothoth, R'lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, Astur, Yan, Leng, le lac de Ali, Besmola, le cygne jaune, Lumur Catulos, Balan ou le Magnum Innominandum, et furent ramenés en arrière à travers des éternités sans nom et les dimensions inconcevables des anciens mondes, d'êtres venus de l'espace que seul l'auteur fou du Necronomicon n'avait fait qu'envisager très vaguement. On y apprenait les abîmes de la vie primordiale et des flux qui en avaient découlé, et finalement, sur un des minces ruisselets d'un de ces flux, ce qui avait entraîné la destinée de notre propre terre. Mon cerveau tourbillonnait, et j'avais essayé de trouver une explication rationnelle aux choses. Je commençais maintenant à croire aux merveilles les plus anormales et incroyables. Le cercle de l'évidence vitale était irrésolublement vaste et écrasant, et l'attitude distanciée et scientifique d'Heikley, une attitude qui se tenait aussi loin qu'imaginable des spéculations fanatiques, hystériques ou même simplement extravagantes, eut l'effet le plus considérable sur mes pensées et mon jugement. Lorsque je reposais près de moi la lettre effrayante, ces peurs qu'il en était venu à entretenir, je le comprenais, et j'étais prêt de mon côté à tout ce qui serait en mon pouvoir pour tenir les populations à l'écart de ces crêtes sauvages et hantées. Même aujourd'hui, alors que le temps en a affaibli l'impression et a remis en question ma propre expérience et mes horribles doutes, il y a des choses dans cette lettre d'Heikley dont je ne ferai pas état, ni même n'oserais en penser les mots sur le papier. Je suis presque heureux que cette lettre, l'enregistrement et les photographies aient disparu maintenant. Et j'aurais préféré, pour les raisons que je vais m'efforcer de rendre claires, que cette planète au-delà de Neptune n'ait jamais été découverte. Une fois cette lettre lue, je mis un terme définitif à mon intervention publique au sujet des horreurs du Vermont. Les arguments de mes opposants restèrent sans réponse, ou bien je promis et remis à plus tard, et la controverse s'effaça progressivement dans l'oubli. Durant les mois de mai et juin, nous avons constamment correspondu, Heikley et moi-même, même si de temps en temps une lettre a pu disparaître, et qu'alors nous ayons à en reconstituer le fond et à mener à bien une considérable et laborieuse copie. Ce que nous essayons de faire, globalement, était de comparer nos notes et études à propos d'obscurs cas mythologiques, et d'en tirer une corrélation claire entre les horreurs du Vermont et le corpus plus général des légendes primitives à l'échelle du monde. Par exemple, nous décidâmes que le morbide et diabolique Migo himalayen était une autre version du même cauchemar incarné. Bien sûr, existaient à son propos de vraisemblables conjectures zoologiques, au sujet desquelles j'échangeais avec le professeur Dexter de ma propre université, mais à la demande impérative d'Heikley, sans mentionner à personne l'affaire qui nous y amenait. Si je parais désobéir à cette injonction aujourd'hui, c'est seulement parce que je crois qu'à ce stade, une mise en garde à propos de ces crêtes reculées du Vermont et de ces sommets himalayens qui déterminent de plus en plus souvent d'explorateurs à les escalader est plus favorable à la sécurité publique que ne serait un simple silence. Un autre projet spécifique que nous voulions mener à son terme était le déchiffrement des hiéroglyphes sur cette infâme pierre noire.
un déchiffrement qui nous placerait en possession de secrets plus profonds et plus vertigineux que tout ce que l'homme avait connu jusqu'ici.